Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Proton Positif. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas discuté ensemble. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet assez important d'actualité qui porte en fait sur l'immigration, cette fois-ci illégale. Parce que bon, on a tous vu les images à Lampedusa avec les centaines de migrants qui arrivent par jour et aussi pour certains les images à la frontière américano-mexicaine, avec tous les gens qui rentrent. Et cette fois par milliers. Donc on aborde souvent ces questions-là du point de vue économique, en disant ok, c'est des gens qui viennent travailler, chercher une meilleure vie, et aussi du point de vue pour les plus radicaux en termes d'invasion, de ce genre de choses. Ces gens-là nous veulent du mal, veulent nous remplacer, et ainsi de suite, patati patata. Mais on néglige en fait trop souvent le point de vue psychosocial de ces choses-là. Bon, moi je ne suis pas un expert en toutes ces questions-là, en sociologie et tout, mais ça fait déjà 2 ans que j'habite en Afrique, au Sénégal plus particulièrement. Je côtoie les gens, je ne suis pas cantonné à Dakar avec toute la vie à l'occidentale. J'habite dans les régions, je travaille dans les régions, je vis dans les régions principalement, et je sais à peu près à quoi pensent les gens qui pensent partir, qui souhaitent partir et qui partent. Parce que ça fait depuis maintenant 1 an qu'il y a une nouvelle mode entre guillemets de traversée au Sénégal, qui est de partir en fait par la route du Nicaragua pour arriver aux États-Unis. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent encore à tort que le chemin privilégié c'est toujours prendre la pirogue pour aller en Méditerranée et atterrir, soit traversé par l'Espagne en escaladant ou bien en pirogue par la Méditerranée ou en Zodiac, voilà, pour moteur. Mais en fait, actuellement, la mode, c'est vraiment le Nicaragua et la route de l'Amérique. Il y a 9 mois, ça s'est élevé à 1 000 €. Aujourd'hui, on arrive à des tarifs qui vont jusqu'à 8 000 € pour traverser, et 8 000 € par personne. Donc moi, la question que je me suis posée quand j'ai entendu ce prix-là, qui est exorbitant au Sénégal, un pays où, je le rappelle, le salaire minimum légal est à 60 000 francs par mois, donc un peu moins de 100 €, tu te dis, mais en fait, pourquoi les gens et comment les gens arrivent à réunir autant d'argent et avec cet argent-là vont partir. Sachant que moi qui connais un peu les réalités ici, avec déjà juste 1 500 €, allez, avec 500 € tu peux faire un projet qui va te rapporter déjà de l'argent. Donc pourquoi les gens sont prêts à mettre 8 000 € pour ça? Déjà, il faut savoir que pour qu'une personne parte, c'est plusieurs membres de la famille qui vont se réunir, qui vont payer ça, et qui vont le financer. Avec un espoir, c'est que cette personne-là, une fois qu'elle arrive dans le lieu de destination, commence à travailler, commence à rembourser et supporte la famille. C'est pour ça que si vous regardez quelques documentaires et quelques témoignages de personnes qui s'en vont et de leurs proches, on se rend compte que toute la famille en fait mise sur cette personne-là pour pouvoir faire survivre peut-être 20 ou 30 personnes derrière. Si on exagère un peu, mais c'est à peu près 15-20 personnes. Souvent, c'est des personnes qui sont jeunes, comme sur les images que vous pouvez voir, qui sont jeunes, qui n'ont pas forcément un très grand niveau d'études, voire pas du tout, et qui parfois ne parlent même pas en fait la langue du pays de destination. Et faut savoir que sur ces jeunes-là, leur envie de partir est extrêmement forte, non seulement liée aux questions économiques, parce qu'effectivement, on est dans des pays qui sont très difficiles pour les gens, trouver un travail c'est extrêmement compliqué. Lancer un business, c'est extrêmement compliqué parce qu'on n'est pas soutenu forcément par ses proches. Donc c'est plus facile de demander à ses proches de se cotiser pour un billet, une traversée au Nicaragua, que de demander 500 € pour acheter une imprimante et ouvrir un taxiphone. Et ça, c'est une réalité, c'est quelque chose que j'ai entendu et c'est quelque chose qui existe. Et on n'est pas soutenu non plus par l'État, qui malgré des programmes qui servent surtout, c'est mon opinion personnelle, à se partager l'argent entre copains. En fait, pour le petit jeune qui veut entreprendre, qui sort d'école, qui veut ouvrir sa boîte, en fait, c'est extrêmement compliqué. Les jeunes sont obligés de sortir de leur région, aller à Dakar pour travailler, trouver des petits boulots, pour trouver un petit emploi. Parfois, ils arrivent à trouver des stages, mais c'est non rémunéré. Et ils peuvent rester à stagiaire pendant 2 ans, 3 ans, sans être payés. Juste, en fait, on va leur payer le transport. Et ça, c'est des situations en fait, qui poussent beaucoup de jeunes à perdre espoir au pays. Parce que le Sénégal, c'est un pays, par exemple, qui a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de terres qui peuvent être cultivées.
Il y a beaucoup de business à faire parce que la demande en tout est tellement grande. La demande en nourriture, là, on parle beaucoup de oui, il faut ouvrir un poulailler. Bon, mettons ça de côté parce que c'est extrêmement risqué. Les gens qui vous disent ça ne vous expliqueront pas tout forcément. Mais voilà, tu peux ouvrir ta petite exploitation, commencer à vendre, tu peux tu peux commencer à cultiver. Un puits, par exemple, ça coûte 1 million de francs CFA. Si tu arrives à trouver quelqu'un dans ta famille qui va te prêter un terrain, là, tu peux commencer à quelque chose avec 2 millions de francs CFA. Il y a beaucoup à faire dans la manufacture de produits aussi. Voilà, que ce soit les produits de beauté à base de produits naturels. Il y a beaucoup de femmes qui font ça, à base de beurre de karité, avec toutes les huiles, les parfums. Il y a énormément de choses à faire. Mais quand on parle de tout ça, en fait, on néglige en fait, l'état mental de toutes ces personnes-là. Comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas sociologue, mais j'arrive à déceler certaines choses. Et il faut se dire que pour que quelqu'un prenne 8 000 € en prêt et aille l'investir dans un voyage, plutôt que de l'investir dans son pays, là où il est né, là où il a grandi, là où il a toujours vécu, c'est qu'il y a un très gros problème qui dépasse même la question de la situation économique générale. En fait, c'est comme pour la traversée. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur ces jeunes-là pour faire quelque chose. Et ces jeunes sont souvent désœuvrés, sont perdus parce que ils sont pas encadrés. Ils regardent leurs aînés qui ne font pas grand-chose non plus de leur vie. Ils regardent des personnes qui ont toujours plus bien travaillé à l'école, qui ont toujours été méritantes entre guillemets, mais ne pas avancer non plus. Parce que même si tu te donnes à l'école, au travail, à tout, en fait, si tu n'as pas les bons contacts, en fait, tu vas être bloqué comme tout le monde. Et dans un même quartier, autour des arbres ou à Palabre, on peut voir des jeunes qui sont diplômés, Bac+5, Bac+8, des gens qui ont totalement lâché l'école, des gens qui ont fait l'école coranique et qui font mécano par-ci par-là. Et en fait, ils sont tous au même point mort. Peut-être même que celui qui n'a jamais fait l'école, il s'en sort mieux parce qu'il a des compétences qui lui permettent d'avoir de l'argent rapidement. Par exemple, ceux qui sortent d'école coranique, ils ont un peu plus de chance que les autres, entre guillemets bien sûr, tout est relatif, parce qu'ils apprennent un métier très rapidement. Ils savent pas lire et écrire, mis à part là pour certains, mais tout de suite, ils vont accepter d'être mécano, d'être dans le froid, être routier, toutes ces choses-là qui nécessitent en fait juste des compétences manuelles, une tête qui réfléchit bien, mais pas besoin forcément de savoir lire ou écrire en français. Et de l'autre côté, en fait, il y a les jeunes qui ont fait des études supérieures qui se refusent à faire ces types de métiers, qui sont beaucoup dans l'informel, donc pas structurés, où les salaires sont très bas quand même, et où les conditions de travail ne sont pas forcément très bonnes. Et en fait, l'idéal pour un jeune, c'est de travailler dans un bureau, climatisé de préférence parce qu'il fait tellement chaud aussi. Mais voilà, ne serait-ce que pour entre guillemets, le prestige social de dire que voilà, j'ai fini mes études et je travaille dans un bureau, parce que c'est une grande marque sociale de travailler dans un endroit, d'avoir une voiture, un costume et tout. Et il y a beaucoup de choses en fait, beaucoup de comportements sociaux ici qui sont liés à la perception qu'ont les gens de la richesse, de la réussite sociale, qui est très superficielle en fait. Voilà. Alors que quand on regarde quelqu'un qui est mécano, s'il arrive à se structurer, il peut gagner énormément d'argent. En petite agriculture aussi. Mais en fait, dans la tête, socialement, ces métiers-là, c'est pas des métiers faits pour les personnes riches, les personnes distinguées. Donc au lieu de se concentrer sur ces métiers-là, les gens vont vouloir faire du marketing digital, international, tous les trucs. Bon, je porte pas de jugement de valeur ou quoi, mais toutes les filières qui ont des termes un peu superflus et qui répondent à aucun besoin du pays. Aucun besoin économique. Déjà en Europe, c'est difficile quand tu as un boulot quand tu as un diplôme dans ces métiers-là. Il y a beaucoup de concurrence et quelqu'un qui a Bac+2, Bac+3 peut très bien faire ton travail, mis à part côté gestion de projet, mais ça c'est un autre débat. Alors ici c'est encore pire. Un pays en développement a besoin de techniciens supérieurs, a besoin d'ingénieurs, a besoin d'architectes, a besoin de personnes qui vont construire à des solutions pratiques, à de la construction, d'infrastructures, d'hôpitaux, d'écoles, de routes, aussi à de l'efficacité logistique, économique. On a besoin de compétences pratiques qui vont directement pouvoir travailler sur des grands projets de développement. Tous ceux qui vont faire du digital marketing, de la communication, c'est que des métiers tertiaires. Et ces métiers tertiaires-là n'ont pas de valeur ajoutée en fait dans le développement, ou une très faible valeur ajoutée dans le développement. Voilà. Le gars qui a son champ,
peut beaucoup plus œuvrer pour le développement économique d'un pays en voie de développement que la personne qui maîtrise, comment ça s'appelle là, Adobe, comment ça s'appelle là, le truc là avec donc ceux qui font des montages là, vous avez compris. Mais voilà, donc il y a un souci déjà de demande d'emploi, parce que déjà les jeunes sont assez mal orientés. Ensuite, quand ils arrivent à la fin de leurs études, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Tout de suite, en fait, ils sont vus comme, entre guillemets, en échec social. Parce qu'ils ne sont pas capables de trouver quelque chose et que la société, de leur côté, enfin de son côté, ne les aide pas non plus. Et tout ce mal-être social-là, du fait de rien faire, aussi de regarder les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, de voir les gens mener la fast life, que ce soit dans les grandes villes d'Afrique ou bien à l'étranger, en fait ça pèse sur le mental des jeunes. Ça pèse sur le mental des jeunes qui eux aussi veulent aspirer à ce train de vie-là, à ces trains de vie-là, et qui eux veulent aussi profiter de la vie et aussi pouvoir se développer, construire quelque chose. Là on parle des jeunes en Occident qui ont beaucoup de mal à avoir l'accès au logement, ici c'est encore pire. Parce qu'ici, il faut acheter un terrain, il faut le faire construire et tout. Si tu as un salaire, tu veux louer quelque chose dans une grande ville, ça va te coûter 2 fois le SMIC au Sénégal, voire 3 fois. Donc c'est extrêmement compliqué. Après, pour les jeunes garçons, ça va être de se marier, tu vois, avoir des enfants, tout ça, il faut le supporter. Pour les jeunes femmes, ça va être aussi de se marier, mais d'un côté, elles ne veulent pas forcément quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir, même si c'est la réalité de beaucoup de jeunes d'ici. Donc c'est assez flou, c'est assez compliqué. Et en fait, il y a beaucoup de jeunes qui essaient de fuir tout simplement. Et je pense que l'une des très grandes raisons pour lesquelles en fait, des pays comme le Sénégal se vident, parce que c'est des pays qui se vident littéralement de leur plus grande force, c'est-à-dire la jeunesse, c'est parce que les gens essaient de fuir par tous les moyens possibles. Que ce soit physiquement, à travers la traversée, mais aussi ça peut être tout à fait mentalement, avec ce que j'appelle l'américanisation, l'occidentalisation, où les jeunes vont se comporter comme s'ils étaient d'autres cultures, ils vont totalement délaisser tout ce qui est signe traditionnel, et vont vouloir avoir le dernier téléphone, vouloir avoir une grosse voiture, vont vouloir manger dans les restaurants avec les plus flashy, parce que c'est un moyen de fuite avant tout. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, parce que c'est là le plus grand échec de l'État du Sénégal, selon moi. C'est que malgré le bilan de 10 ans de Macky Sall, moi je ne rentre pas dans la politique, c'est pas trop mes affaires, l'histoire de partisans, mais il y a un constat qui doit être fait, deux constats. C'est que le bilan matériel est extrêmement bon, extrêmement par rapport au contexte sous-régional, même s'il y a toujours eu l'histoire de corruption et de vol, mais il y a eu des choses qui ont été faites. Et le fait d'avoir tout mis en place pour pouvoir accueillir un maximum d'investisseurs, ça a réussi. Parce que c'est ce que je vois dans mon travail, c'est qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui sont intéressés pour l'entrepreneuriat et développer des activités économiques au Sénégal, que ce soit pas forcément des gens de la diaspora, ça peut être des gens de tous les pays, d'Asie, les Turcs, les Américains, les Français, les Allemands, les Espagnols, tous veulent commencer à investir en fait dans la sous-région. Le Sénégal, en fait, c'est l'un des pays les plus stables. C'est peut-être le pays le plus stable. Aucun coup d'État à son actif, une population assez où il n'y a pas de problème d'insécurité, ce genre de choses. Et voilà, en fait, il y a toutes ces choses-là qui ont été mises en œuvre. Mais de l'autre côté, en fait, le bilan social est catastrophique. Dans le sens où une population qui est prête à partir, fuir le pays, plutôt que de rester, ça veut dire qu'il y a un très très gros souci. Ça veut dire que les gens n'ont aucune confiance en l'avenir du pays. Et ça, je me demande, est-ce que c'est pas dans toutes les couches sociales de la vie au Sénégal? C'est-à-dire les jeunes, ils partent, tout simplement. Les parents abandonnent et délaissent l'éducation des jeunes. Et il y a tous les services de l'État, tous les présidents qui ne financent pas directement la jeunesse et qui préfèrent distribuer les projets à droite, à gauche à des copains et se partager un peu la part du gâteau. Donc en fait, c'est tout ce climat-là qui fait que les gens, même si tu leur donnes un très bon poste, si tu leur donnes beaucoup d'argent, tu leur donnes un bon salaire, une belle voiture, les gens, beaucoup, vont être bloqués mentalement par leur envie de partir, de découvrir autre chose, de voir. Et après ça aussi, ça nous rapproche
à une envie commune à toute l'humanité qui est de voyager, de découvrir autre chose, de se dépayser. Parce que voilà, c'est ce qu'il faut. Et en Afrique, au Sénégal, c'est un pays où les gens vivent en communauté. Et très rapidement, surtout à un âge jeune où on a envie de se connaître mieux, d'explorer les choses, et ben toute cette vie en communauté, ça devient vite étouffant en fait. Et c'est ce dont les jeunes ont besoin, d'émancipation, de pouvoir être autre chose, de montrer qu'ils peuvent apporter quelque chose à la société, que ce ne sont pas seulement des poids, qui peuvent contribuer, qui peuvent faire quelque chose. Et moi, ça me fait penser aussi à certains jeunes de banlieue en France qui pensent, à tort en fait, qu'ils ne peuvent pas forcément apporter quelque chose à la société, donc se tournent vers tout ce qui est délinquance, crime, parce que dans le système normal, en fait, on leur a toujours montré que vous, c'est pas fait pour vous, donc faites autre chose. Et voilà, en tout cas, bon, concernant les solutions à apporter, c'est très difficile, hein, parce que là, on fait le constat, on a beau parler, on a beau dire, mais il faut toujours chercher des solutions, c'est le plus important. Peut-être que l'État doit jouer son rôle, ne pas non plus tuer l'espoir des jeunes. Donc solution à apporter déjà de notre côté, c'est d'être plus compréhensif, compatissant aussi envers ces personnes-là. Moi, j'inciterai jamais à l'immigration illégale parce que c'est des vies qui sont en danger. C'est des personnes qui arrivent une fois sur place, qui sont transformées en esclaves modernes, qui n'ont pas la vie rêvée, qui pour beaucoup en fait veulent retourner dans leur pays d'origine, mais ne peuvent pas par deux raisons, soit parce qu'ils n'ont pas de visa et sortir ça signifie ne plus rentrer, soit parce qu'ils n'ont plus d'argent. La troisième raison aussi, c'est par honte. Parce que toutes les personnes qui comptent sur toi, mais en fait tu arrives, tu te rends compte de la réalité des choses, que c'est extrêmement difficile, que tu pensais pouvoir coffrer 1500 € par mois sur un salaire à 1800, tu vas gagner 1300 €, tu vas bouffer 1200 €, tu n'auras que 100 € pour faire tes petits trucs. Mais en fait, c'est extrêmement compliqué mentalement. Et voilà, donc il faut aborder ces sujets-là avec beaucoup plus de compréhension. Et voilà, puisque c'est comme ça qu'on va réussir à trouver des solutions, dialogue, ne pas forcément écouter ce que les médias vous racontent à première vue, parce qu'ils racontent beaucoup de n'importe quoi et ils vont vous dire tout un tas de choses qui ne sont pas allées vérifier, qui sont totalement orientées. Et voilà, quoi, c'est comme ça, parce que les réfugiés d'aujourd'hui, ça peut être ceux qui vont nous accueillir demain, on ne sait pas. Mais bon. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Ciao.